Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous Actu7 pour faire le tour de l'actualité sur le continent africain et même dans certaines régions du monde. Un exercice que nous allons faire comme à l'accoutumée en compagnie d'abord de Georges Wenceslas Sembi-Aboké, directeur général du groupe médiatique panafricain Label Radio et Télévision en ligne de Dakar. Georges, bonjour. Bonjour Aziz, bonjour Robert, bonjour à tous et bon dimanche. Robert Adandé, Robert, bonjour. Bonjour Aziz, bonjour Georges, bonjour chers téléspectateurs et excellent dimanche à toutes et à tous. Le fait de la semaine est, une fois n'est pas coutume, un fait qui s'est déroulé au-delà du continent africain, en France. Le président français Emmanuel Macron qui s'est fait agresser lors d'une tournée. Une actualité qui a été très commentée sur la toile africaine et à travers le monde. Georges Aboké, c'est quand même quelque chose de condamnable et de suffisamment grave, même si on a pas mal de griefs contre la France, notamment vu du côté de l'Afrique. Bon, il faut mettre cet incident grave dans son contexte. Il n'a pas eu lieu en Afrique, il a eu lieu en Europe. En Europe, ils sont habitués à, j'allais dire, à agresser leur président. Il faut se rappeler que Sarkozy a été agressé verbalement. Il faut se rappeler que François Hollande a reçu un paquet de farine sur la tête. Il faut se rappeler également que le même Emmanuel Macron avait reçu un œuf en plein front. Et donc, son front était devenu tout jaune. Donc, c'est devenu une habitude, je ne dirais pas un jeu, mais bon, une habitude. Et bon, c'est un acte grave, mais qui semble être relativisé quand on se retrouve en France. Alors, on se demande si ça avait été un président africain, ça aurait donné quoi? Robert Adandé, l'auteur de cette agression s'en est sorti, on peut le considérer à bon compte, puisqu'il a été condamné seulement à 4 mois de prison ferme, dont une dizaine avec sursis. Est-ce que c'est aussi la preuve que par là-bas, ces actes sont quasiment banalisés? Oui, après, puisque c'est de lui qu'il s'agit, Damien Carène, celui qui risque d'avoir la palme du buzz cette année en France, qui a giflé le président Emmanuel Macron dans la Drôme cette semaine, il s'en sort plutôt à bon compte, parce qu'avant la fin de l'année, il se retrouvera en liberté, moi donc à 13 ferme et 14 en sursis et 4 mois de ferme. Bon, comme vous dites bien, on a l'impression que c'est un acte presque banal. On n'a pas l'impression qu'il s'agit d'une personnalité, on n'a pas l'impression qu'il s'agit de la première personnalité du pays, qu'il s'agit d'une autorité, qu'il s'agit d'une institution. On a plutôt l'impression que c'est un peu comme si un Quidam lambda s'était fait agresser dans la rue. Et on a même vu dans quelques pays des personnes qui ont écopé de peines plus lourdes, rien que des échanges insultants. Bon, on se pose des questions. Est-ce que ce n'est pas le signe aussi que la fonction présidentielle est abaissée en France, peut-être? Que la fonction présidentielle est abaissée? Peut-être pas. Peut-être pas, mais toujours est-il que le président Macron lui-même ne sait pas en son intérieur ce qui s'est passé, mais toujours est-il que ces premières interventions étaient plutôt des interventions où il a complètement banalisé ce qui s'est passé. Il dit d'ailleurs que ça ne l'empêchera pas lui d'être en contact de chaque citoyen. Il avait cette culture-là d'aller faire que des actes comme ça seraient inscrits au registre non-événement
sa personne que ça n'entamerait pas son enthousiasme à aller vers les autres. Donc, lui-même, visiblement, bon, il ne l'a pas pris à cœur. Et aujourd'hui, ou plutôt hier samedi 2 juin, Jean-Luc Mélenchon a participé à une manifestation contre les gilets de l'extrême droite. Et lors du lancement de son cortège sur la place de Clichy, il a été encadré par un homme. Ça fait 2 actes du même type, dans la même semaine, bon, dans un contexte où les candidats sont tous pour la présidentielle de 2022. Bon, ajouté à la crise Corona qui a un peu agacé, irrité les personnes, le contexte semble être de plus en plus surchauffé. Georges Aboké, la cote de popularité d'Emmanuel Macron, vous pensez, va grimper après cet incident qui en fait une victime en quelque sorte? Bon, dans tous les cas, la fonction présidentielle, elle est une fonction en France c'est une fonction qui occupe une place extrêmement importante. Donc, je ne crois pourtant pas que ça puisse changer quelque chose. Au contraire, ils sont nombreux, ceux qui ont commencé à faire attention aux différents mouvements d'Emmanuel Macron. Ils sont nombreux à se plaindre de ce qu'il n'a pas effectivement respecté les gestes barrières les plus simples, c'est-à-dire la distanciation physique. Il n'a pas, s'est pas retenu, il fait des poignées de main, alors que c'est lui, le même Emmanuel Macron, qui a pris un certain nombre de décisions, qui a confiné ses concitoyens. Il y en a qui ont eu beaucoup de problèmes psychologiques. Et donc, je ne crois pas que cet incident puisse faire monter sa cote de popularité. Je pense même que ça risque d'être le contraire, parce que, bon, il se sera prêté à un jeu, finalement, qui dévoile que le président de la République, il ne respecte pas les consignes que lui-même, il impose à son peuple. Et puis, tout le monde le voit aussi, il est en pleine campagne avant la lettre, et donc ça agace un certain nombre de Français qui estiment qu'il y a des problèmes à régler là, au présent, et il n'est pas question pour le moment de parler de campagne, mais il est déjà en campagne, et ça, je ne suis pas sûr que ce soit des indices qui fassent monter sa cote de popularité. Il y a en tout cas de nombreuses questions à se poser, parce que dans la foulée, le président français Emmanuel Macron a annoncé, enfin quelques jours avant, eh bien la fin, sous la forme actuelle de l'opération Barkhane au Mali. Certains d'ailleurs, parmi les observateurs et les analystes politiques maliens, ont considéré que c'est une forme de chantage. Emmanuel Macron a décidé de la fin de l'opération Barkhane. On va le voir dans ce sujet. Le temps est venu d'amorcer une transformation profonde de notre présence au Sahel. C'est en ces mots que le président Emmanuel Macron s'est exprimé pour sonner le glas de l'opération Barkhane. Pour le numéro 1 français, un changement de paradigme s'impose et Emmanuel Macron estime que le rôle de la France n'avait jamais été de se substituer aux États africains. Toutefois, le président français ne ferme pas hermétiquement la porte et estime que des discussions auraient lieu dans les prochaines semaines pour fixer le nouveau cadre de l'intervention au Sahel. La présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la France ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État à la stabilité politique et au choix des États souverains, laisse-t-il entendre. Au départ, des indiscrétions de couloir bruissaient de l'éventualité d'une réduction des effectifs de l'opération Barkhane, qui s'élève à l'heure actuelle à 5100 hommes. Emmanuel Macron est allé bien au-delà en prenant l'engagement d'un changement de modèle qui sera mis en place de manière progressive. La poursuite de notre engagement au Sahel ne se fera pas dans un cadre constant, a dit Emmanuel Macron en annonçant la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure pour permettre une opération d'appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent. Il est également prévu des consultations à ce sujet d'ici la fin du mois de juin avec les États-Unis et les partenaires européens de la France ainsi qu'avec les pays du G5 Sahel, le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie.
La nouvelle organisation devrait s'appuyer sur la Task Force Takuba, constituée de forces spéciales européennes qui sont chargées d'accompagner les armées maliennes et nigériennes au combat, a précisé Emmanuel Macron, tout en indiquant que cette mutation n'est pas directement corrélée au récent coup d'État au Mali. Le président français aurait jugé que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait commis une erreur et envoyé un mauvais signal en reconnaissant le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, en tant que président par intérim. Concernant la décision de la France en date du 3 juin de suspendre à titre conservatoire ses opérations militaires conjointes avec les forces maliennes du fait de la situation dans ce pays, Emmanuel Macron a souhaité que cette coopération puisse reprendre le plus rapidement possible, à condition que les autorités maliennes apportent des réponses satisfaisantes. Georges Aboké, de nombreux observateurs de la vie politique au Mali perçoivent cette décision d'Emmanuel Macron comme un chantage. On est presque tenté de dire qu'ils n'ont pas tort, parce que finalement, il est presque impossible de comprendre la méthode Macron. On ne comprend pas bien ses pas, ses gestes. Il prend des décisions à partir de quoi il est difficile de lire. Mais bon, on sent, parce que une chose est claire, c'est que le président actuel de la transition, Assimi Goïta, a décidé de prendre ses responsabilités pleinement. Donc, il a écarté l'ancien président, l'ancien Premier ministre, et il a été dit que ces deux personnalités qui ont été écartées faisaient le jeu de la France. Et donc, si c'est à partir de cela que le président français Emmanuel Macron prend cette décision, c'est que vraiment cela ressemble à du chantage. Ça veut dire que ramenez-moi dans le gouvernement des personnalités qui soient favorables à la France et alors je pourrais participer à l'opération. Ça fait effectivement chantage. Et puis aujourd'hui, il est difficile de parler du Mali tout seul. Dans ce Sahel-là, parce qu'on est obligé d'aller de l'autre côté pour parler également du Tchad et de la Centrafrique, parce que au niveau du Tchad, bon, je crois que là, il s'est contenté, il a applaudi le changement de régime qu'il y a eu. Il n'a presque pas parlé de coup d'État. Là, au Mali, on parle de coup d'État. Au Tchad, on ne parle pas de coup d'État. Et donc là, il annonce qu'il va engager pleinement la France dans la lutte contre les djihadistes. Et puis, juste à côté du Tchad, il y a la République centrafricaine. Là-bas également, il a suspendu tout appui militaire à la République centrafricaine. Et donc tout cela vient confirmer le fait que la France avait un jeu à déterminer dans chacun de ces pays. Et si les autorités de ces pays-là acceptent, ouvrent les bras à la France, eh bien, les choses vont dans le bon sens pour Emmanuel Macron. Et si d'aventure, il est dit que les autorités ne sont pas d'accord avec la France, eh bien, la France... Alors finalement, l'objectif de la France, c'est quoi? C'est être d'accord avec les autorités ou bien contribuer à participer à la lutte contre le terrorisme. Tout ça, ça fait un peu fouillis et ça mérite d'être clarifié. Et je pense que Emmanuel Macron doit discuter avec ceux qu'on croit être ses partenaires pour donner véritablement sa position. Parce que si c'est une guerre d'influence, comme on le dit, engagée entre la France et la Russie, les autorités dans les différents pays optent pour le pays qui leur fait le plus de, je ne vais pas dire de faveur, mais le pays le plus efficace dans la lutte contre le terrorisme. On a vu en Centrafrique le président actuel, Archange Touadéra, qui a pu se maintenir grâce à la Russie, ce qui était un peu difficile à comprendre. Il y avait quelques semaines ou quelques mois avant où il avait en permanence la menace des bandes armées qui prônaient plutôt le séparatisme. Robert, les cartes sont rebattues finalement avec cette présence russe au Sahel et notamment en Afrique centrale,
en République centrafricaine? Ah oui, totalement. La France n'est plus en zone de confort total, elle n'est plus en zone d'exclusivité. Les cartes sont complètement rebattues dans cette zone-là. Maintenant, le président Macron, dans cette annonce de surseoir, dans un premier temps à la force Barkhane, on a l'impression que, en même temps que c'est du chantage, en même temps que ça pourrait être assimilé à du chantage, ça peut également être une façon pour lui de tester sa côte, la côte de la France, en face aujourd'hui de la Russie. Mais il faut quand même dire subtilement que le président Emmanuel Macron n'a pas été catégorique, et ça on le remarque, un peu comme la décision vis-à-vis du Mali. Il laisse toujours une petite brèche ouverte, il laisse une porte ouverte, parce que là, il a dit dans son propos qu'il mise sur la force spéciale internationale anti-djihadiste nommée Takuba pour accompagner cette mission-là de lutte contre le terrorisme dans la région. Ensuite, il dit que la France ne peut et ne souhaite pas se substituer à la stabilité politique et au choix des États souverains. J'ai l'impression que c'est une sorte de recul pour voir comment mieux sauter. En tout cas, un recul stratégique pour mieux apprécier les enjeux. C'est aussi l'opinion de pas mal d'observateurs qui se sont prononcés sur le sujet. Il y a eu... Mais Aziz, oui. Aziz, il y a aussi que Emmanuel Macron doit écouter des fois ce que disent certains médias français. Parce que dans cette affaire, il n'y a pas que les Africains qui parlent, il y a aussi les médias français qui parlent et qui s'interrogent sur la présence permanente des forces françaises dans toutes ces contrées-là. Alors, c'est eux-mêmes les Français qui le disent, et ça, il n'y a même pas à chercher loin, qui le disent, et en affirmant que si les Français sont présents de façon permanente au Mali, en République centrafricaine, au Tchad, ce n'est pas seulement parce que la France veut contribuer à la stabilité de ces différents pays-là, mais c'est parce que la France veut protéger un certain nombre de privilèges, notamment au niveau de l'exploitation des ressources minières. Les ressources minières qui sont, bien entendu, convoitées par de nombreux pays, y compris la Russie, hein, simplement que... Bien sûr. Voilà, simplement que les... Il n'y a pas d'amis, il y a des intérêts en jeu. que les avantages pour les pays qui les accueillent devraient certainement être renégociés. Nous avons aussi eu une activité au sein du Conseil de sécurité de l'ONU avec ce siège de membres non permanents que se disputaient la République démocratique du Congo et le Gabon. C'est finalement le Gabon, après le désistement de la RDC, qui a été élu au Conseil de sécurité de l'ONU. La République démocratique du Congo avait pris sur elle de faire cavalier seul dans la course pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, passant ainsi outre la décision de l'Union africaine qui avait validé la candidature du Gabon. Ce duel entre le Gabon et la République démocratique du Congo ne se tiendra plus concernant l'obtention d'un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. À quelques jours de l'élection prévue le 11 juin prochain à New York, la RDC jette l'éponge. Le Gabon se retrouve ainsi désormais seul en lice avec davantage d'assurance d'occuper le poste réservé à la sous-région Afrique centrale pour le compte de la période 2022-2023. Une issue plutôt heureuse après la vive tension diplomatique ayant opposé les deux États. Pour le moment, rien ne filtre sur les raisons du retrait du pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut tout de même noter que depuis plusieurs semaines, les plénipotentiaires congolais avaient pris d'assaut les couloirs diplomatiques pour imposer la candidature de leur pays au détriment de celle du Gabon. Cette attitude congolaise a entraîné le mécontentement du Gabon dont la candidature avait été, il faut le rappeler, entérinée par l'Union africaine en marge de la 38e session ordinaire de son conseil exécutif tenue les 6 et 7 février dernier à Addis Abeba en Éthiopie.
Un sommet au cours duquel Félix Tshisekedi, le numéro 1 congolais et actuel président en exercice de l'Union africaine, et le Tchad avaient manifesté leur volonté d'intégrer le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais seulement le choix des membres de l'Union africaine s'est finalement porté sur le Ghana et le Gabon pour occuper les 2 sièges africains au sein de l'institution onusienne. Les observateurs des diplomaties gabonaises et congolaises estiment que ce désistement de la RDC peut s'inscrire comme une nouvelle victoire diplomatique gabonaise en seulement quelques mois après la fameuse affaire de fausse identité ayant opposé à quelques semaines la Fédération congolaise de football à la Fédération gabonaise de football. Une plainte déposée avec force et argument par la RDC auprès de la CAF qui a tout simplement décidé de rejeter cette requête. Une situation qui, on l'a souligné, a tourné à l'avantage du Gabon. Nous allons revenir dans quelques minutes sur cette élection du Conseil du Gabon, Conseil de sécurité de l'ONU, et parler dans un premier temps de ce nouveau gouvernement formé au Mali, un nouveau gouvernement dans lequel les militaires se sont taillés la part du lion. Messieurs, les militaires occupent les postes stratégiques, les portefeuilles considérés comme les plus importants. Robert. Oui, alors on a, comme vous dites, un nouveau gouvernement avec l'impression, pour ne pas vous reprendre, Aziz, que les militaires se seraient taillés la part du lion. Le nouveau président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a annoncé lui-même les membres de son gouvernement. Et on a les ministères régaliens, les ministères de souveraineté tels que la défense, la sécurité ou encore la réconciliation nationale qui voient arriver à leur tête plusieurs militaires. Bon, ce qui peut ne pas forcément rassurer, mais dans un premier temps, on est aussi dans une configuration de transition avec consécutive à la prise du pouvoir par des militaires. Donc, il aurait peut-être été surprenant de penser qu'il formerait un gouvernement essentiellement composé de civils. Bon, toujours est-il qu'il y a quand même quelques civils dans ce gouvernement de 28 membres. Il y a quelques civils, Georges, mais les militaires ont bien marqué cette fois leur présence dans ce gouvernement en occupant ces portefeuilles qui ne sont pas des moindres. En tout cas, je pense que les militaires, à l'image de l'actuel président Assimi Goïta, ont décidé de jouer pleinement leur rôle de tenir cette transition pleinement dans leurs mains. C'est-à-dire, désormais, tout dépend d'eux. Et donc, je crois qu'ils ont décidé d'y aller sans retenue, c'est-à-dire de faire en sorte que, eh bien, désormais, cette transition repose effectivement dans leurs mains, qu'ils aient tous les leviers qui leur permettront justement d'aller vers la fin de cette transition qui doit être marquée par une série d'élections présidentielles, législatives et locales. Donc, ils ont décidé de jouer de façon pleine leur rôle et dans ces conditions-là, ils sont obligés de prendre les postes les plus importants, là où les décisions les plus importantes vont jouer, vont faire avancer la transition. Et je pense que, bon, si on accepte que le président Assimi Goïta est désormais le chef de la transition, bon, on n'est pas surpris de voir que les militaires soient en nombre important et occupant les postes les plus importants. En tout cas, le Mali qui a à sa tête un Premier ministre issu du M5 RFP. Civil, ouais. Oui, le Mali... Oui, un Premier ministre civil. Bon, un Premier ministre civil et certainement que c'est aussi un Premier ministre plus consensuel. Oui, parce qu'il faut remonter à l'histoire de cette transition. Avant cela, on avait le président Ibrahim Boubacar Keïta qui avait du mal
à tenir son pays, beaucoup de problèmes, beaucoup de manifestations, pratiquement tous les week-ends, la ville de Bamako bloquée. Et finalement, bon, comme on dit, les militaires ont décidé de prendre leurs responsabilités. Donc, un Premier ministre issu de ceux qui ont organisé toutes les manifestations, bon, ça fait qu'il y a une sorte de, comment on va dire ça, de convergence de vues qui peut certainement aller vers la fin d'une transition et atterrir à, comment on va dire ça, à la mise en place d'un pouvoir civil. Retour sur cette actualité au Conseil de sécurité de l'ONU avec l'entrée du Gabon, son élection en tant que membre non permanent. Il y a eu cette petite bataille entre la République démocratique du Congo et le Gabon qui finalement a été remporté par le Gabon, mais à la base, Robert Adandé, il y a un dispositif qui, selon de nombreux observateurs au fait de ce dossier, avait plutôt prévu que ce soit le Gabon plutôt que la République démocratique du Congo qui soit choisie par l'Union africaine. Oui, bien sûr. Mais Aziz, vous permettez que je fasse juste un petit commentaire sur le sujet qui vient qu'on vient de finir. C'est juste que l'un des meneurs du coup d'État de 2020, en la personne de Sadio Camara, a retrouvé au sein du gouvernement, du nouveau gouvernement, le portefeuille de la défense, selon le décret. Et il faut rappeler aussi que son éviction du gouvernement fin mai a été consécutive au second putsch qu'a connu le Mali. Et il y a un autre membre éminent du mouvement du M5-RFP, le collectif d'opposants, qui a été nommé également à la tête du ministère de la refondation de l'État et qui fait son entrée dans ce gouvernement dit d'ouverture, quoique essentiellement composé de militaires, en tout cas à des postes clés. Maintenant, pour en revenir au poste du Gabon pour le compte de l'Afrique centrale et du Ghana pour le compte de l'Afrique de l'Ouest au Conseil de sécurité pour les 2 années à venir, c'est vrai que ça, on peut penser que ça aurait pu être un peu gagné d'avance parce que l'Union africaine avait déjà recommandé, si je ne m'abuse, à la RDC de ne pas faire cavalier seul et donner un peu une sorte de blanc-seing au Gabon. Bon, ils n'ont pas entendu raison, mais finalement se sont désistés aux derniers instants de cette élection. Donc, ce qui fait que le Gabon est donc arrivé, figure donc parmi les 5 pays qui ont été élus ce vendredi par la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Pays, si vous permettez que je le rappelle, parmi lesquels il y a le Ghana, le Gabon, les Émirats arabes unis, l'Albanie et le Brésil. Georges, être membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, ça vaut quoi? Alors, à part le titre honorifique, bon, je ne vais pas dire que ce n'est pas important. C'est important qu'un pays se retrouve à cette position pour prendre un certain nombre de décisions, pour contribuer à prendre un certain nombre de décisions dans le sens de la paix dans le monde. Je crois que c'est important. Maintenant, quelle est la force dont disposent les pays africains pour faire des fois pencher la balance de leur côté? Ça, c'est à chercher à comprendre. Dans tous les cas, pour bon nombre de pays, se retrouver à ce poste-là, bon, c'est un titre surtout honorifique qui fait que bon, les pays se sentent exister. Mais bon, on espère que ces pays africains vont pour jouer véritablement un rôle. Maintenant, quand on se souvient que la RDC a dû, entre griffes, capituler, il ne faut pas oublier que le président actuel de l'Union africaine, c'est bien
le président de la RDC, Félix Tshisekedi. Donc, il a dû rapidement comprendre que, bon, dès l'instant où l'instance que lui-même dirige a décidé d'appuyer le Gabon, bon, il n'y avait pas à engager une bataille forcément pour se faire élire là-bas. On espère que les pays africains vont faire parler l'Afrique, vont prendre des décisions, vont contribuer à se faire entendre, à faire entendre la voix de l'Afrique. En tout cas, on l'espère parce que je ne sais pas, peut-être qu'à mon avis, à mon niveau, je n'ai pas encore entendu parler de grandes décisions prises par les pays africains qui siègent au Conseil de sécurité de l'ONU. J'espère que si il n'y a pas de grand bruit autour, c'est que les choses se passent bien, mais on a envie d'en savoir un peu plus, de comprendre qu'est-ce que nos pays font exactement, comment ils participent à prendre les décisions, est-ce que leurs avis, est-ce que leurs positions comptent véritablement. Et on rappelle qu'en 2021, sur les 10 pays membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, 5 vont faire entendre la voix de l'Afrique. On espère justement, à votre suite, Georges Aboké, que la voix de l'Afrique soit entendue, en tout cas lorsqu'il s'agira de prendre d'importantes décisions, ce qui semble pas très évident. Bon, espérons. Pas très évident, en tout cas, on espère, à force de le dire, à force de le répéter, à force de plusieurs tribunes, et aujourd'hui que les concitoyens des différents pays respectifs demandent un peu des comptes à ces pays-là pour savoir ce qui s'est passé pendant cette présence-là à l'ONU. Bon, le Gabon et le Ghana qui devront siéger, comme on le rappelle, de 2022 de janvier 2022 à fin 2023, en remplaçant le Niger et la Tunisie, seront au Conseil pour leur 4e fois. Chacun y sera pour la 4e fois et représentera donc le continent aux côtés du Kenya, dont le mandat s'achève, ou la présence s'achève également en 2022. Il serait bien effectivement qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les décisions qui ont été prises ou quelles sont les causes qui ont été plaidées par nos différents pays. Ça permettra aussi de savoir que ce n'est pas, comme la plupart des personnes le reprochent, que de la figuration, mais qu'il y a un rôle effectif et fort qui est joué. Bon, même si on sait que la configuration telle qu'elle est ne permet pas de grandes manœuvres non plus. Il ne faut pas se voiler la face. En ce qui concerne l'actualité en Afrique, notamment en Afrique centrale, il y a aussi cette mise en garde qui a été faite par la COSUMAF au sujet de ces sociétés de placement qui opèrent dans une grande opacité et qui continuent de faire des victimes. Il y a eu au Gabon et ailleurs en Afrique centrale plusieurs personnes qui malheureusement ont été victimes. Malgré sa première mise en garde en octobre 2020, la Commission de la surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, COSUMAF, constate pour le déplorer la recrudescence des activités des sociétés de placement de fonds et d'investissement qui exercent dans l'illégalité dans la zone CEMAC. Une liste de ces sociétés interdites, 18 au total, est publiée dans un communiqué de l'institution le 27 mai dernier. Le Cameroun doit implanter la quasi-totalité des entreprises visées dans le communiqué, a déjà eu à payer à 2 reprises le prix fort des conséquences de cette activité avec les entreprises Mida et Make It Investment en 2018 et 2020 respectivement. L'année passée, le ministère des Finances prend un communiqué demandant cessation immédiate de ces sociétés qui se permettaient de collecter des fonds avec un appel public à l'épargne. Ça ressemble un peu à la forme d'arnaque qui a été mise sur pied et expérimentée par un certain Charles Ponzi. Ça, c'est dans les années, je pense, 1920 à Boston. Charles Ponzi était d'origine italienne. Il a crié comme ça
une société de fonds où il demandait à ses proches et à certains investisseurs d'investir dans sa société et de lui prêter de l'argent. En fait, sa société était un peu bizarre. C'était du genre, prête-moi ton argent et je te rembourse 2 mois ou 3 mois plus tard avec 50% d'intérêt. Bon, quand on sait que les intérêts du banque classique, c'est 2% et ça, c'est l'année. Lui, il vous propose que, bon, moi, je te rembourse 50% et à un coup terme. Donc, ce qui fait qu'en quelques temps seulement, ça a pris de l'ampleur. Une telle ampleur qu'en peu de temps et de bouche à oreille, les deux entreprises comptaient leurs souscripteurs en dizaines de milliers et les bénéfices chiffrés en milliards pour les promoteurs. Pour faire ce genre de business, il faut d'abord être liquide. C'est-à-dire que les premiers souscripteurs, là, tu gères avec ton propre fonds. Au fur et à mesure qu'un nouveau souscripteur arrive, il a pour mission d'apporter un autre investisseur. Ça veut dire, Paul est chargé de ramener Pierre. C'est avec l'argent de Pierre qui souscrit qu'on va payer Paul. À partir du moment où il n'y a plus de souscripteurs, c'est où l'arnaque éclate. Mise au courant, la réaction du gouvernement camerounais ne s'est pas fait attendre. Les promoteurs de l'ONG Mida et Make It Investment ont été arrêtés et écroués dans les prisons et leurs comptes saisis pour le remboursement des victimes. La commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, la COSUMAF, a donc fait cette mise en garde, mais est-ce que c'est suffisant, Georges Aboké? On a de nombreuses affaires qui se sont déroulées sur le continent, de nombreuses arnaques, de nombreuses escroqueries, justement, qui ont eu pour filon le secteur, les brèches qu'il y a sur le marché financier. Oui, il y a de grosses explosions auxquelles l'on assiste de façon régulière sur le continent, dans un certain nombre, dans pratiquement tous les pays. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il n'est pas facile de gagner de l'argent. Et donc, il y a des sociétés qui naissent et qui appâtent les citoyens dans différents pays et qui les amènent à souscrire en leur faisant miroiter un certain nombre de gains. Et bon, il y en a beaucoup qui tombent là-dedans. Les tout premiers, en général, sont les gagnants, et puis après, ceux qui suivent, les plus nombreux, eh bien, c'est eux qui en pâtissent. Je crois que la commission de surveillance du marché financier d'Afrique centrale fait bien de tirer déjà la sonnette d'alarme, de faire en sorte que chacun fasse attention, mais ce n'est pas toujours assez suffisant. Il faut une surveillance au quotidien. À côté de ça, il y a ce que l'on appelle le marketing de réseau, et donc il y en a beaucoup qui se servent justement des résultats du marketing de réseau pour arnaquer les citoyens. Donc, il faut de la sensibilisation, il faut de l'éducation, il faut aussi prendre le taureau par les cornes et prendre des fois des décisions qui vont dans le sens de casser toutes ces actions qui visent à, faut utiliser le terme, à escroquer les citoyens dans un certain nombre de pays. Donc la commission là, de surveillance fait son travail. Peut-être faut-il qu'elle l'intensifie, appuyée par les différents États pour que, les choses aillent mieux, parce que aujourd'hui, par exemple, vous avez les femmes, les jeunes qui ont besoin de financement pour leurs activités. Ces financements ne viennent pas. Ils n'ont pas accès à des appuis au niveau des banques traditionnelles. Ils vont chercher de l'argent dans les entreprises de microfinance. Là-bas, il faut déposer une certaine épargne et tout ça, et des fois, leurs épargnes disparaissent. C'est tout un ensemble de situations qu'il faut contrôler, qu'il faut suivre au jour le jour. Il ne faut pas attendre seulement que ça explose pour réagir. Il faut le faire de façon, j'allais dire, quotidienne. Robert, il faudrait en faire plus, parce que les personnes qui se sont fait avoir ont, pour beaucoup, laissé pas mal d'argent. Oui, alors, c'est généralement des arnaques basées sur ce qu'on appelle le système de Ponzi. Des arnaques qui consistent à rémunérer, comme Georges le disait. Ponzi lui-même qui était un maître escroc, hein?
Exactement. Les premiers investisseurs avec les dépôts des nouveaux clients à des taux d'intérêt très élevés, ce qui justement sert d'appât. Et on a connu des scandales comme ceux-là déjà au Bénin dans les années entre 2000 et 2010, où il y a plus de 300 000 personnes qui se sont faites spolier pour un total estimé à plus de 200 milliards de francs CFA. C'était même l'affaire qui a été baptisée l'affaire Madoff béninoise. Bon, généralement, ce genre de situation, il y a des procès et tout ça, mais qui ne dédommageront jamais intégralement les victimes. Il y a des personnes qui perdent la vie dans des aventures comme celle-là, qui croulent sous le poids de gros ennuis financiers. Il y en a qui vont hypothéquer des biens pour investir dans ce genre de système, etc. On a eu également au niveau du Gabon l'affaire BR Sarl, dont le procès a encore été repoussé en avril dernier. Donc la COSUMAF, le gendarme, on va l'appeler ainsi, de l'activité boursière en Afrique centrale, fait bien de tirer la sonnette d'alarme et de sensibiliser. Et il est question de sensibiliser les potentiels épargnants sur les dangers liés à de telles pratiques. Mais bon, généralement, ceux qui investissent, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont totalement crédules, mais il y en a aussi qui espèrent ne pas faire partie des victimes. Mais bon, dans un système comme celui-là, on ne sait jamais à l'avance si on en sortira victorieux ou si on sera une sorte de pigeon. Donc, il faut sensibiliser, il faut faire attention. Et le régulateur du marché. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un certain appétit pour l'argent facile? Ben, quand vous vous retrouvez dans un contexte où tout est compliqué, vous n'avez pas accès à la banque, c'est-à-dire à des crédits bancaires, parce que ces crédits-là sont très réglementés, les formules sont rigides, vous n'avez accès à rien. Bon, c'est que vous regardez de ce côté-là, c'est-à-dire facilement, si tout est bloqué, bon ben, voici des occasions qui vous sont offertes en griffe des fois par des malfrats, et donc c'est là que bon, c'est peut-être pas forcément que les gens cherchent à gagner de l'argent facilement, c'est parce que un peu partout les horizons sont bouchés. Et quand on les appâte avec ce genre de propositions, bon, ben, ils se jettent là-dedans. Avec des taux d'intérêt de 50%. Des fois même plus. Oui. Aziz, Georges dit quelque chose de très important. Vous savez, généralement, quand on a besoin d'argent, quel que soit le montant, c'est un besoin urgent, c'est un besoin pressant, parce que les problèmes qui vous tombent dessus ne vous préviennent pas avant et n'attendent pas non plus que vous trouviez une solution assez tard. Donc, malheureusement, les personnes qui se cachent derrière ce genre de proposition, ce genre de structure, étudient la psychologie de l'emprunteur, savent que c'est des gens qui ont besoin d'argent dans l'immédiat, des gens qui ont besoin d'argent sans forcément réfléchir. Et puis on a nos structures, nos institutions bancaires, malheureusement, qui quelquefois ne sont pas toujours diligentes, ne sont pas promptes. Et il faut juste voir, quelquefois vous avez votre argent en banque, mais pour aller chercher votre argent que vous avez déposé, mais vous passez toute une journée, vous passez toute une journée, vous faites une mauvaise transaction pour que la transaction soit résolue, il faut attendre 1, 2, 3 semaines. Donc, même quand on est en droit d'obtenir un service dans les médias, ce n'est pas évident. À plus forte raison, quand on est une personne indigente et qu'on est dans de grosses difficultés, les portes des institutions bancaires peuvent vous être totalement fermées. Donc, il y a cette nécessité-là de revoir les mécanismes d'accès aux services banquiers pour contenir aussi la floraison de ce genre d'institutions. Comme quoi Oui, il y a qu'à regarder comment les opérateurs de téléphonie mobile ont supplanté les banques et les organismes de la Poste, pendant que la Poste était encore en train de faire des mandats lettres et des mandats cartes.
eh bien, au niveau de la téléphonie cellulaire, les choses sont parties très vite. Aujourd'hui, ce sont des milliards et des milliards que la téléphonie cellulaire engrange et au quotidien. Donc, il revient à nos établissements bancaires peut-être de regarder, de reformuler les différentes possibilités d'accès à la banque. Regardez même pour ouvrir un compte, simplement un compte à la banque, on vous demande un certain niveau de salaire, des fois que les citoyens n'ont pas, parce que bon nombre d'entre eux sont dans un travail informel, et donc ce n'est pas toujours un salaire fixe qu'ils ont, mais la banque continue de maintenir des conditions à des niveaux. En tout cas, les banques en Afrique prennent très peu de risques et sont de plus en plus éloignées des problèmes des citoyens, là où la téléphonie cellulaire, eh bien, en un clic, permet de transférer de l'argent, de faire des opérations que les banquiers et la poste auraient pu faire. Et il faut noter que sur le continent, les taux de bancarisation ne sont pas élevés. Ça ramène bien sûr à une réorganisation nécessaire de ce secteur dit informel qui est surtout en Afrique, en tout cas le secteur dans lequel on trouve le plus de personnes, c'est ce qu'indiquent de nombreux rapports. Au Cameroun, encore il est question de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cette compétition fait actuellement l'objet d'une polémique. Il y en a qui soutiennent sans preuve qu'elle pourrait être retirée au Cameroun par la Confédération africaine de football. Le tirage au sort prévu il y a quelques jours a été reporté officiellement en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et de certaines dispositions à prendre. Une polémique est ouverte et pour l'instant, eh bien, chacun tire la couverture de son côté, ceux qui estiment qu'ils ont des éléments indiquant que la compétition ne se déroulera plus au Cameroun et ceux qui maintiennent qu'elle va s'y tenir. Pour le directeur de la communication de la Confédération africaine de football, le Camerounais Alex Yewe, que nous avons joint au téléphone ce vendredi matin, la question sur un éventuel retrait du Cameroun de l'organisation de la CAN 2021 n'est pas à l'ordre du jour. Des rumeurs nées au lendemain du report de la cérémonie du tirage au sort par la CAF, que le ministre des Sports, par ailleurs président du comité d'organisation de cette CAN, a vite fait de descendre lors d'un récent point de presse. Certains sont même allés jusqu'à évoquer, sans aucun fondement sérieux, des manœuvres que mèneraient certains pays amis pour récupérer la CAN Cameroun 2021. Nous devons le dire haut et fort. La CAN 2021 est un acquis pour le Cameroun et la question de son éventuelle réattribution à un autre pays n'est nullement à l'ordre du jour. Cependant, sur le terrain, certains sites sont encore en chantier à 6 mois du tournoi, comme le complexe Olembe à Yaoundé, où devrait se tenir la cérémonie d'ouverture. Là encore, le président du comité d'organisation rassure. Pour dire que ce complexe sportif est à un état d'avancement qui est généralement évalué autour de 90%, mais que c'est dans le détail des 10% qu'il y a à mettre le turbo, comme on dirait. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football se tiendra du 9 janvier au 6 février 2022. Une autre mission de travail de la CAF est attendue au Cameroun. Son secrétaire général vient signer avec le pays le cahier de charges et ouvrir le bureau Cameroun, chargé d'accompagner l'équipe locale vers une organisation parfaite de ce grand rendez-vous sportif continental. Une polémique qui n'a pas forcément lieu d'être, Georges Aboké? Moi, je pense que si. Je pense que si, malgré les assurances du ministre président du comité d'organisation, je pense que si, parce que le Cameroun a déjà essuyé, comment on va dire ça,
a déjà été privé d'organisation de la CAN il y a 2 ans. Et donc, on se souvient que pendant cette période-là, le président d'alors, de la CAF, avait donné toutes les assurances. Il avait rencontré le président Paul Biya, il avait dit qu'il n'y avait aucun problème, le Cameroun va organiser sa CAN, etc. Donc, je ne dis pas que les rumeurs sont fondées, mais je dis que le peuple camerounais a déjà vécu ce genre de choses et donc ils mettent des points, les citoyens camerounais mettent des points d'interrogation sur tout ce qui est dit jusqu'à ce qu'il y ait une bonne communication autour de cette affaire parce que le Covid-19 a le dos large. La cérémonie a été reportée à cause du Covid-19. Comment ça s'explique? Parce qu'il faut pouvoir l'expliquer. On sait que de plus en plus les stades ont commencé à ouvrir leurs portes au public. De plus en plus, les mesures qui ont été prises par les pays sont en train d'être... il y a une sorte de relâchement, j'allais dire, contrôlé. Donc, quand on affirme comme ça que la cérémonie de tirage au sort a été reportée à cause de la pandémie, et qu'on ne donne pas plus d'explications, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes sortes de supputations. Des supputations qui ont quand même enflé. Le débat n'est pas clos. Certaines sources ont indiqué que l'Algérie, qui était soupçonnée de tirer les ficelles, a dû se justifier, expliquer qu'elle n'est pas du tout intéressée et qu'elle n'était pas à la manœuvre. On ne sait pas non plus si cela est fondé. Mais Robert, tout cela montre qu'il y a quelque chose de pas très net. Alors, quelque chose de pas très net, on peut mettre ça sur le compte de l'incident de 2019 où un peu plus de 6 mois avant la compétition, le comité exécutif de la CAF a retiré au Cameroun l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations sous prétexte que le pays n'était pas prêt à recevoir la compétition, une décision basée sur le rapport des différentes missions d'inspection effectuées dans le pays les mois précédents. Alors, excuse-moi, il faut m'excuser Robert, il y avait à l'époque aussi un problème de sécurité qui était posé à cause du conflit dit anglophone. Sud-ouest et nord-ouest. Effectivement, merci Georges pour ce rappel. Donc, en dehors de ces aspects liés à la préparation, il y avait... mais les menaces sur la sécurité demeurent puisque le conflit n'est pas résolu. Le conflit n'est peut-être pas résolu, mais bon, on a l'impression quand même, sous réserve, en espérant vraiment qu'on n'en arrivera pas là, que la situation semble contenue, même si le retour à l'ordre dans ces zones-là n'est pas totalement établi. Il y a quand même des gages d'assurance qui sont donnés. Les enfants, lors de la précédente rentrée scolaire, ont été invités à retrouver le chemin de l'école, etc. Donc, il y a quand même un certain nombre de gages d'assurance, en espérant qu'il n'y aura pas de débordement. Donc, les appréhensions sont justes, elles sont fondées. Il faut maintenant, le ministre l'a dit tout à l'heure, il y avait environ 10% pour que le Cameroun soit totalement prêt, parce qu'étant à ce stade prêt à 90%, on espère quand même que c'est réellement 10% et que d'ici là, le Cameroun sera fin prêt pour ne pas essuyer un second report qui pourrait évidemment être considéré comme un échec coup sur coup. Le Cameroun qui abrite aussi la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminine, ce qui marque également le retour dans les stades et les arènes sportives après 2 ans de Covid-19, des spectateurs et peut-être un retour à une vie normale. Nous sommes au terme de ce numéro d'Actu 7, juste le temps de voir avec Georges Aboké dans quel pays et dans quelle région du continent nous allons nous rendre ce soir.
Alors ce soir, nous allons rendre visite à la partie australe de l'Afrique et précisément à un pays qui s'appelle le Mozambique. Un pays qui va compter énormément parce que c'est un pays dans lequel on a désormais on a trouvé de grandes réserves de gaz naturel. Mais malheureusement, un pays qui a un gros problème de sécurité parce que, bon, il y a des bandes armées qui y règnent depuis quelque temps et qui font la loi, qui font que, bon, ce pays qui est promu à un destin, on va dire, fulgurant, parce que tout le monde regarde de ce côté-là, de gros investissements sont faits là-bas. Bon, ben, maintenant, il y a la menace terroriste aussi. Très bien. Écoutez, merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à vous, messieurs, Georges et Robert, d'avoir été en notre compagnie. Merci Aziz et excellent dimanche à nos chers téléspectateurs. Très bonne suite. Merci. Oui. Au revoir Georges également. Excellent dimanche. Au revoir. Et bon dimanche. Très bonne suite de programme sur la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale.